Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Julien Thiriat, responsable du service prévention à l'ARS Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de cette conférence de consensus qui s'est tenue cet après-midi à Dembélé, une conférence autour de laquelle vous avez échangé, vous et les différents acteurs du département qui œuvrent pour la problématique du diabète, pour la combattre notamment. Vous nous en direz davantage sur le contenu et ce qu'il en est des actions à venir dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 6 décembre. Les enseignants du premier degré étaient à nouveau devant les portes du vice-rectorat ce matin. En effet, la réunion d'hier au ministère de l'Éducation nationale n'a pas satisfait les grévistes, malgré le lourd bilan du syndicat qui affirme que 80% des écoles du territoire sont fermées et que plus de 30 000 enfants sont privés de cours depuis maintenant plusieurs semaines. La reconduction du mouvement en janvier prochain est donc plus que jamais d'actualité. Explication. L'INSEE a rendu les conclusions de son enquête emploi 2016 lors d'une conférence de presse ce matin. Le constat est négatif puisque Mayotte serait le département français le plus touché par le chômage, avec 27,1%. Zoom sur les statistiques du chômage pour 2016, sur les raisons de ce fort taux et sur les éventuelles solutions dans votre journal. Jeux solidaires, concerts musicaux, projections de films, expositions, animations, concours de sciences, parrainage d'une école malgache, concours littéraires, sensibilisation par toi aussi, fresques murales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme de la semaine des Jeux solidaires du collège de Passamenti est riche. Croisé avec le projet de l'année de l'Olympisme, le collège a innové en incluant les élèves en situation de handicap et a transformé cette année en année paralympique. Reportage à la fin de cette édition. Et cela fait désormais 5 semaines que les enseignants du premier degré sont en grève. 5 semaines qu'ils tentent de faire plier le gouvernement avec, au cœur de leurs revendications, encore et toujours, la reprise en compte de l'ancienneté générale du service des ex-agents de la collectivité de Mayotte. Et malgré plusieurs réunions au ministère de l'Éducation, les syndicats sont unanimes sur une chose. Le gouvernement ne prend pas la mesure de leurs revendications. La grève devrait donc se poursuivre dès la rentrée prochaine. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie. Les enseignants du premier degré étaient à nouveau devant les portes du vice-rectorat ce matin. La grève se poursuit puisque la réunion qui s'est tenue hier au ministère de l'Éducation nationale n'a pas satisfait aux revendications des grévistes. En effet, la reprise en compte de l'AGS manquait encore à l'ordre du jour. Lors de l'assemblée générale de ce matin, les membres du syndicat SNUPP ont donc décidé de poursuivre leur mouvement. L'ensemble des collègues ont décidé à l'unanimité la reconduction du mouvement. Donc, on est toujours en grève et au gouvernement d'apporter les réponses. Pour le moment, il n'y a pas eu de réponse concrète par rapport à ce qui s'est passé à Paris, à la réunion de préparation, à la réunion d'hier au ministère de la fonction publique. Donc, le SNUPP reste en veille et prépare le mouvement. À la rentrée du 9 janvier prochain, on sera toujours dans les rues de Mamoudzou. Selon le syndicat, 80% des écoles seraient fermées et plus de 30 000 enfants n'ont pas cours depuis plusieurs semaines maintenant. Néanmoins, cela ne semble pas faire réagir le gouvernement aux grandes dames de grévistes qui peinent à comprendre pourquoi la reprise en compte de l'ancienneté générale de service leur est catégoriquement refusée. Il n'y a pas de réaction et on se demande pourquoi il n'y a pas de réaction parce que nos revendications étant légitimes, les appuis des élus continuent à affluer. Évidemment, les élus de Mayotte, les partis politiques, ils prennent clairement position et comprennent totalement et adhèrent totalement à nos revendications. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas bouger. Face à ce constat de négociation au point mort, les grévistes ont d'ores et déjà annoncé que la grève reprendra dès le mois de janvier prochain. Ça va continuer, les blocages, comme c'est le cas actuellement. Depuis 5 semaines, il n'y a pas d'école qui fonctionne. Donc ça va être exactement la même chose à la rentrée. Les semaines passent et rien ne bouge, privant les enfants du droit fondamental qu'est l'accès à l'éducation. Et au regard de la situation et des réponses apportées par l'État, il y a fort à parier que cette grève
va se prolonger encore durant de longues semaines. Et à noter que jeudi, les grévistes se retrouveront autour d'un voulé fraternel au SNUPP FSU Mayotte. Objectif, organiser les actions pendant les vacances, mais également préparer la reprise de la grève et des actions dès le 9 janvier. Et autre mouvement de grève, celui des agriculteurs mahorais. Après avoir manifesté leur colère hier devant les portes de la DAF, les voilà, semble-t-il, soulagés. Ils n'ont certes pas pu échanger avec la direction, mais ils ont tout de même eu de quoi se réjouir. En effet, lors de la séance plénière qui s'est tenue hier au conseil départemental, les élus ont voté un amendement qui va permettre à Mohamadi, qui avait perdu son élevage de poules en raison d'une épidémie de salmonelle, d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. L'éleveur va ainsi toucher la coquette somme de 62 000 € en guise de dédommagement. Une bonne nouvelle qui a bien sûr ravi le président du MODEF, Ali Ambodi, car même si cela ne règle pas les problèmes des paysans mahorais, le soutien des élus du département est vécu comme un ouf de soulagement. Les précisions, on écoute le représentant des agriculteurs lors de la matinale de Kwezi. C'est une bonne nouvelle parce que on m'a informé en pleine manif et j'ai même informé aux gens qui étaient là que je crois que notre manif n'est pas loin parce qu'on sensibilisait et c'était un dossier qu'on suivait de très près. Et c'est une bonne nouvelle pour l'aviculture. Je dis c'est une bonne nouvelle parce que l'idée, les élus, il nous arrive de beaucoup critiquer nos élus, mais ce qu'ils ont fait hier, c'est pour dire haut et fort qu'on va soutenir les petits agriculteurs parce qu'il fait partie des petits agriculteurs et c'est une bonne chose pour la filière volaille. Et on continue avec cette conférence de presse organisée ce matin par l'INSEE qui avait trait à l'emploi. Ainsi, depuis 2013, l'INSEE réalise une enquête emploi tous les deuxièmes trimestres. Et les résultats de l'enquête emploi 2016 ont donc été diffusés ce matin. Et au vu de l'ensemble des éléments pris en compte, ce qui ressort est loin d'être réjouissant pour l'île aux Lagons. Mayotte serait ainsi le département français avec le taux de chômage le plus élevé. Zoom sur les conclusions de l'enquête, les raisons de ce haut taux de chômage et les possibles solutions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Département le plus jeune, le plus pauvre et le plus touché par le chômage de France. L'île aux Lagons cumule les premières places. L'INSEE pose en effet un constat négatif avec cette nouvelle enquête emploi. Au deuxième trimestre 2016, alors que la France métropolitaine enregistre un taux de chômage de 9,6%, Mayotte, elle, voit son taux augmenter à 27,1% avec 3200 chômeurs supplémentaires en un an. Ce qui apporte le chiffre global des Mahorais au chômage à 17 100. Jamel Mekawi nous explique l'augmentation du taux de chômage de 3,5 points par rapport à 2015. Cette croissance, elle est notable, mais il ne faut pas se tromper de diagnostic, elle est essentiellement liée à une meilleure intégration du système administratif de la population mahoraise. Et en particulier, il y a de plus en plus de Mahorais qui se portent sur le marché de l'emploi en faisant des démarches actives de recherche d'emploi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un indicateur totalement pertinent parce qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui ne faisaient pas de démarche active de recherche d'emploi. Aujourd'hui, c'est ce halo, ce contract, ce qu'on nomme ça. Et du coup, on voit qu'une partie des personnes qui ne faisaient pas de démarche active de recherche font des démarches et par là même sont comptabilisées comme chômeurs au sens du BIT. Donc, doucement, on voit qu'au fil des années, depuis 2009, il y a une bascule entre les deux opérations qui fait mécaniquement augmenter le taux de chômage, mais qui ne veut pas forcément dire que la situation vis-à-vis de l'emploi se détériore à Mayotte. De plus en plus de personnes considérées comme chômeuses sur le marché du travail. L'INSEE a rendu public il y a 2 semaines son enquête sur le produit intérieur brut mahorais de 2013. Et il s'avère que la croissance du PIB enregistrée est de 8% par an, croissance importante, digne de certains territoires d'Asie. Mais alors, si la richesse produite sur le territoire augmente, pourquoi le taux d'emploi ne fait-il pas de même ? On a une croissance économique notable, même si le retard est conséquent par rapport à la France métropolitaine, mais que dans le même temps, ça ne se transforme pas directement en emploi. La croissance du PIB a principalement profité à la consommation des ménages, ce qui est souvent en lien avec l'importation des biens et des services. Développement économique et création d'emplois ne seraient donc pas forcément liés.
Et l'INSEE a pour objectif d'éclairer les politiques publiques. C'est ensuite à celles-ci d'accompagner la création de richesses, notamment par la création d'emplois au niveau local. Par rapport à 2015, seuls 1200 emplois ont été créés. Le marché du travail, même s'il se structure progressivement, n'arrive donc pas à suivre la demande d'emploi. Et pour cause, le taux de chômage chez les 15-29 ans, l'âge où l'on rentre sur le marché du travail, est de 47,2%. Et la création d'emplois pourrait venir du secteur privé, secteur encore sous-développé à Mayotte. Le secteur privé crée peu de richesses sur le territoire de Mayotte, comparativement aux autres territoires. Donc l'un des enjeux de l'avenir, c'est d'avoir un secteur privé plus important sur le territoire qui pourrait être créateur d'emplois. C'est une première chose. L'autre point non nul, c'est que pour créer de l'emploi sur un territoire, on a souvent un lien avec le niveau de formation des populations concernées. Et donc l'enjeu, mais chose qui est déjà mis en place, ou en tout cas qui a évolué assez rapidement, c'est d'essayer de qualifier au mieux les populations du territoire. En effet, Mayotte enregistre un niveau de compétence moyen de la population inférieur à celui de la métropole et des autres DOM. Taux de chômage le plus élevé des DOM, 3 fois plus important que celui de la métropole, territoire 4 fois plus pauvre que l'Hexagone. Une des perspectives d'avenir est donnée par le plan Mayotte 2025, plan de développement économique et social, qui devrait participer à l'élaboration de propositions concrètes, avec notamment son plan jeunesse, dont l'une des priorités est de favoriser l'insertion professionnelle, ou encore avec la mise en place, tant attendue, de l'intérim en janvier prochain. Et je me tourne maintenant vers notre invité, Julien Thiriard, responsable du service prévention à l'ARS Mayotte. Donc on parlait tout à l'heure de cette conférence de consensus qui s'est tenue cet après-midi. Alors avant de continuer, qu'est-ce qu'une conférence de consensus ? Eh bien, une conférence de consensus, elle a démarré déjà au mois d'avril. Elle consistait effectivement à réunir un certain nombre, 130 professionnels exactement, de la Réunion et de Mayotte, des professionnels du diabète, aussi bien des professionnels de soins que des organismes de prévention, des associations, pour essayer de faire évoluer, en quelque sorte, si vous voulez, les actions de prévention, les actions qui portent sur le diabète. On fait effectivement 2 constats. C'est la raison pour laquelle effectivement cette conférence de consensus a été mise en œuvre. La première, c'est que le diabète est un problème de santé publique majeur à Mayotte. On estime qu'environ 10% de la population est atteinte. Et puis on fait également le constat que on investit effectivement pas mal d'argent, mais qu'effectivement on a des actions qui ont du mal à porter leurs fruits. Alors, et que nécessairement cette conférence de consensus, il y avait 2 objectifs. C'était d'abord de partager ce constat avec l'ensemble des participants, et puis ensuite de produire des référentiels d'intervention pour mieux orienter nos actions, que ce soit des actions de prévention ou des actions de soins. De prise en charge. Alors du coup, on a mis autour d'une même table les différents acteurs, donc vous l'avez dit, de prévention et de prise en charge. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui empêchait de faire ce genre d'action, de mener ce genre d'initiative ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Alors, non, je pense qu'il y a eu un moment où effectivement on fait un bilan et puis on se dit très clairement il faut effectivement qu'on a de nouveaux défis à relever. Il faut effectivement avoir des actions de prévention qui sont plus efficaces. Il faut effectivement apporter une meilleure qualité de vie aux patients. Donc effectivement c'était l'occasion de se dire et c'est vrai que l'arrivée du nouveau directeur général François Maury, directeur général à la RSOI, a beaucoup porté. Et effectivement on s'est dit, et il a souhaité mettre en place cette conférence de consensus qui était partagée Réunion et Mayotte, de telle sorte qu'effectivement on redéfinisse un petit peu le cadre des actions et puis qu'on les évalue et puis qu'on aille effectivement vers des actions plus efficaces. Alors s'il faut resituer la situation, le cas de Mayotte par rapport à la Réunion, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, en fait, le diabète, c'est un problème de santé publique tant à Mayotte qu'à La Réunion. On est à peu près, effectivement, sur le même taux de prévalence. On a à peu près 10% de la population qui, effectivement, est diabétique, dont la moitié à Mayotte qui l'ignore. D'accord, donc là ça pose un vrai problème au niveau du dépistage. Du dépistage, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement il fallait réfléchir sur 5 ateliers. Il y a effectivement le dépistage, il y a également l'observation, c'est-à-dire la connaissance que l'on a du diabète, de la maladie, des actions, de la qualité des actions, de l'évaluation des actions. Et puis 3 autres ateliers qui concernent la prévention primaire, c'est-à-dire vraiment les actions de prévention, la prévention ciblée vers certains publics, et puis ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui est en fait
forme de prise en charge qui permet au patient de lui-même se prendre en charge pour effectivement faire en sorte qu'il y ait moins d'impact lié à sa maladie. Alors on l'a souvent répété, les habitudes alimentaires des Mahorais ont beaucoup changé. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas également jouer sur une sorte de communication pour apprendre aux gens, en tout cas les ramener vers une alimentation plus saine et peut-être tourner vers la consommation des produits locaux? Alors, c'est vrai que l'alimentation, c'est un des éléments, ça n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres éléments, peut-être génétiques, peut-être héréditaires. Il y a l'activité également, on parle d'alimentation, mais il y a l'activité aussi qui va jouer beaucoup, selon que l'on fait ou pas du sport. Donc effectivement, il y a des orientations, des réorientations à faire. Il faut essayer d'apporter des messages sans être négatif. Il faut faire en sorte que ces messages ne soient pas portés par des institutions en disant ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Au contraire, pas faire peur à la population. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il faut au contraire essayer plutôt d'amener à avoir des discussions sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation, comment est-ce qu'on couple alimentation, activité. Il faut que ce soit plutôt au niveau des communautés, que ce soit pris. C'est un petit peu l'une des conclusions d'ailleurs de la conférence de consensus, de se dire que pour la prévention primaire, il faut l'amener, il faut aller sur le terrain, il faut plutôt que de chercher à faire des actions qui soient territorialisées, il vaut mieux se concentrer sur certains quartiers et puis faire en sorte que ce soit la population qui s'approprie, alors la population ou des groupes de communautés, des groupes, les chamas par exemple, et de faire en sorte qu'effectivement ces messages soient portés par ces personnes au sein de la communauté et qu'il y ait une appropriation, une discussion autour de ces messages pour effectivement réorienter aussi bien les activités que l'alimentation. Et il faut faire en sorte que ces actions puissent porter sur tous les âges, aussi bien à l'école que pour en milieu culturel, les groupes de MBWI, ou et que une même personne puisse plusieurs fois dans la journée entendre le même message, dit d'une manière différente, mais toujours avec ce même message porté effectivement sur en grande partie l'alimentation et l'activité, mais pas que. Et toujours sur ces conclusions qui ont été tirées durant cette conférence, est-ce qu'aujourd'hui on a réussi à définir un public particulier qui serait plus touché que les autres? Alors, un public plus touché, il y a pas forcément un public plus touché. Par contre, c'est vrai qu'il y a le souhait quand même d'aller vers des publics prioritaires, les jeunes, les personnes en situation de forte précarité, effectivement, puisque on ne peut pas, si vous voulez, déconnecter le diabète d'autres conditions qui sont des conditions sociales, environnementales, économiques, culturelles. Donc effectivement, il faut reprendre ces éléments-là. Il y a aussi le souhait peut-être d'avoir des préventions ciblées en direction des femmes qui développent un diabète au cours de leur grossesse, on appelle le diabète gestationnel. Voilà, donc effectivement, il y a quelques publics cibles qui sont identifiés, mais on a quand même, c'est quand même une maladie qui touche un petit peu tous les âges. Alors la prochaine action qui sera menée suite à cette conférence? Alors en termes d'action, pour l'instant effectivement on en est vraiment, aujourd'hui c'était la journée de synthèse, de restitution et de synthèse. C'est le début, je dirais maintenant, de l'action. Donc l'action, il faut qu'on arrive à transcrire, on va y arriver à transcrire, si vous voulez, ces référentiels qui sont des lignes directrices, les transcrire dans quelque chose qui pourrait ressembler à un cahier des charges. Ce cahier des charges fera l'objet d'un appel d'offres. Et on dira voilà ce qu'il faudrait faire, voilà comment est-ce qu'on voudrait orienter les actions. Et on va faire un appel à des associations, à des opérateurs, pour qu'ils puissent mener ces actions sur le terrain, des actions de prévention, de dépistage surtout. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Julien Thiriet. Je rappelle que vous êtes le responsable du service prévention à l'ARS Mayotte. Merci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 6 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La grève se poursuit du côté de Panima et en attendant, le vice-rectorat doit trouver des solutions afin de permettre aux élèves de bénéficier d'une collation. Néanmoins, face à ces solutions alternatives, de nombreux parents sont scandalisés en constatant les repas fournis aux collégiens à la pause de midi. Un professeur publie ainsi cette photo, accompagnée de ces quelques mots, je cite « Une pomme, un yaourt et un gâteau, voilà le repas des collégiens à midi ». La grève de Panima impacte les élèves qui ont cours de 7h à 16h30. Quand on sait les journées chargées qu'ont la plupart des élèves, ainsi que leurs besoins pour leur métabolisme, et on nous demande de faire de la prévention, 5 fruits et légumes par jour, cette situation perdure mais personne n'en parle. Personne n'oserait faire subir cela à un adulte. La situation est donc très compliquée et les vacances scolaires qui se profilent semblent arriver à point.
Comme attendu, Manuel Valls est candidat à la primaire du Parti socialiste. À ce titre, le sénateur Thani Mohamed Soilihi vient d'annoncer qu'il soutiendra sa candidature avant de défendre le bilan socialiste à Mayotte en ces termes, je cite « Le revenu de solidarité active a été doublé, l'investissement dans les constructions scolaires a été augmenté, le document stratégique Mayotte 2025 a été acté, d'importants moyens financiers et techniques ont été débloqués, un plan global de sécurité, de prévention de la délinquance et de lutte contre l'immigration clandestine a été amorcé, l'indexation des salaires des fonctionnaires a été alignée. » Avant de s'attaquer à François Fillon de la façon suivante, néanmoins un programme de régression sociale caractérisé par 100 milliards d'euros d'économies et 600 000 postes de fonctionnaires supprimés, notamment au sein des forces de l'ordre, de l'éducation nationale, des hôpitaux et de la justice, viendrait affaiblir notre département en proie à de nombreuses difficultés. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai Manuel Valls à la primaire et appelle tous les Mahorais à faire de même. Ça chauffe du côté du MDM. Ali Ben Mohamed, Miladjim Nemoa, Hassani Abdallah, Daniel Zaïdani, Najim Hamada, tous espèrent représenter leur parti lors des élections législatives et sénatoriales qui auront lieu à la mi-2017. Pour l'heure, le comité central du parti ne s'est pas encore prononcé et la cellule MDM du canton de Mtsapéré vient de taper du poing sur la table. Dans une motion adoptée et adressée au président le 2 décembre dernier, le groupe MDM rappelle qu'il soutient Daniel Zaïdani pour les élections législatives et Najim Hamada pour les élections sénatoriales, avant d'ajouter, je cite, « Or, monsieur le président, vous avez clairement affiché votre soutien pour les candidatures de messieurs Miladjim Nemoa et Ali Mohamed, rompant ainsi votre devoir de neutralité. Pire, il a été décidé que les investitures pour les élections de 2017 seront données en janvier 2017, alors que prévu initialement en septembre, puis octobre, après novembre, pour finir peut-être en janvier. Nul doute que le président du parti, Aïnoudine Salim, appréciera. » Et enfin, le collège de Passamenti organise actuellement une semaine solidaire sur les thèmes des jeux solidaires. Depuis hier et jusqu'à vendredi, l'établissement est ainsi le théâtre de nombreuses activités destinées à tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur niveau social ou encore leur handicap. Diffusion de documentaires sur le handisport, initiation aux gestes de premier secours, goûter solidaire, concerts, triathlon. En effet, l'ensemble du corps enseignant et les associations ou encore des chanteurs se mobilisent pour cette semaine placée sous le signe du partage. Reportage signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Faire ensemble pour vivre ensemble, c'est le slogan choisi par le principal du collège de Passamenti à l'occasion de la semaine solidaire qui se tient actuellement au sein de l'établissement. Jean-Loup Munier, le principal, et Valérian Villaume, professeur de PS, nous en disent plus sur cette semaine pas comme les autres. Cette semaine des Jeux solidaires, c'est à la croisée de deux projets. D'abord la volonté de notre principal nouveau cette année d'organiser une semaine de la solidarité et croisée au projet de l'année de l'olympisme dans le cadre de l'UNSS et du Comité national olympique du sport français. Et donc dans ce cadre, on fait la promotion des valeurs de l'olympisme à travers cette semaine des Jeux solidaires. Donc chacun peut participer et puis aussi avec des partenaires extérieurs comme toi aussi, comme le DSM, etc. etc. Voilà, de manière à ce que tous les élèves soient sensibilisés, tous les élèves aient cette culture de la solidarité, ces notions que nous avons définies au nom de l'établissement, le développement du nom de l'établissement qui est Uvumoja, tous ensemble, donc ces notions de respect, d'effort et de solidarité. Ce qui nous permet de faire ensemble, et quand on fait ensemble, on vit bien ensemble. Valeur de l'olympisme mais également du paralympisme. En effet, l'après-midi a été consacré à un triathlon solidaire. Parcours en panoé, paddle, parcours en jolette. Chaque élève en situation de handicap a été accompagné par un élève valide. De quoi coller parfaitement au thème de cette semaine solidaire. Il faut faire ensemble pour vivre ensemble et c'est exactement l'exemple de cet après-midi où on a des élèves en situation de handicap qu'on a placés sur des kayaks, des paddles, du matériel qu'ils n'ont absolument pas l'habitude d'utiliser dans leur quotidien. Et donc le principe aujourd'hui, c'était que des élèves qui eux ont la possibilité d'en faire tous les jours rendent accessible ce matériel à des élèves qui n'y ont pas accès. On a Fadris, déficient visuel, qui nous a redemandé X fois de refaire le parcours, aidé par un guide. Archimède qui a des troubles de la fonction motrice, qui est également sur le kayak, a redemandé à plusieurs reprises à faire le parcours. Et je pense que c'est une réussite et le sourire des élèves en dit long sur
la réussite de la journée. La DSM ou encore toi aussi, les associations participent à cette semaine solidaire et à la réussite du projet. Un projet qui fait la fierté du directeur. Alors ça se passe toute la journée, ça se passe pendant les cours, ça se passe en dehors des cours, ça se passe comme aujourd'hui sur la plage, c'est dans notre environnement, parce qu'on est fiers de s'inscrire dans notre environnement, on est fiers de sa culture, on est fiers de nos origines, et puis on découvre la culture de l'autre, et ça permet aussi de mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble passe en effet par la découverte de son prochain. Toute la semaine, les jeux et autres activités vont donc se multiplier afin que tous les élèves apprennent les notions de partage, de solidarité et de respect de l'autre. On vient de le voir sur les images, Pierre, une semaine placée sous le signe du partage et le collège de Passamanti a vraiment joué le jeu là. Oui, bonsoir Amina, bonsoir à tous. Effectivement, c'est une semaine assez extraordinaire. Première fois qu'il y a ce genre d'événement qui se produit à Mayotte et c'est vraiment assez impressionnant tout ce qui a été mis en place. Il va y avoir des concerts, il va y avoir la diffusion de films, de documentaires également. Énormément de jeux qui vont favoriser le partage et puis aussi c'est vrai qu'on le voit là sur ces images finalement il y a des personnes valides, des élèves qui sont non valides en situation de handicap et n'ont pas forcément l'occasion d'être les uns avec les autres, de justement de participer à des jeux ensemble et le fait qu'ils le fassent là c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à découvrir l'autre et on l'a vu sur les images souvent ils étaient ravis d'avoir partagé ce moment sur un paddle ou sur un canoë voilà d'avoir aussi les personnes qui étaient les jeunes valides d'avoir aidé aussi à transporter voilà ça a été et c'est vrai que c'est des beaux moments de partage et c'est bien parce que on le sait c'est très difficile au niveau de l'éducation nationale dans les collèges on l'a vu dans les brèves avec notamment les collations qui posent problème avec le climat général sur l'île la grève à du côté de Panima également les blocages au niveau du premier degré tous ces élèves qui ne vont pas à l'école et là voilà c'est aussi le côté positif il faut aussi montrer les choses positives qui se passent à Mayotte c'est vraiment très important. Et justement, ces moments permettent aussi à ceux, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont valides de prendre en compte aussi les difficultés que peuvent vivre ces personnes qui sont en situation de handicap. On n'a pas forcément l'occasion de se poser des questions, ou alors là, c'est vraiment une mise en pratique de toutes les difficultés qui peuvent être vécues. Effectivement, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en place pour aussi se mettre à la place des personnes en situation de handicap, parce que on le sait, c'est difficile pour ces personnes, c'est difficile d'être accepté socialement. On le sait, culturellement, et c'est pas forcément simple. Souvent, les personnes en situation de handicap étaient cachées, c'est compliqué. Donc là, le fait qu'il y ait ce partage et aussi comprendre ce qu'ils vivent au quotidien parce que le fait de comprendre ça permet aussi de s'ouvrir et de se dire ah oui c'est quand même ça leur vie au quotidien sans tomber dans l'alarmisme sans tomber dans quelque chose qui serait négatif rester très neutre et puis voir comment ils vivent au quotidien voir que finalement il y a leur réalité aussi qu'il faut prendre en considération et ces jeunes qui partagent ça ils vont pouvoir le faire c'est vraiment une très belle action qui a été menée à la fois par le collège mais aussi qui est soutenue par le vice-rectorat. Vice-rectorat, souvent, on a tendance à remettre en question certaines décisions par rapport aussi à toutes les problématiques rencontrées par l'éducation nationale sur le territoire. Mais c'est aussi important de montrer qu'il y a des actions très positive qui se déroule sur le département. C'en est une, il y a encore beaucoup de choses qui vont avoir lieu toute la semaine. On va essayer de suivre encore une ou deux actions au cours de nos prochaines éditions parce que vraiment c'est une semaine solidaire mais c'est une semaine extraordinaire on a envie de dire. On l'a vu, c'est une thématique qui revient souvent, on l'a vu dans l'éducation, dans l'emploi, également dans le milieu de l'entreprise. On parle beaucoup de cette solidarité, Pierre. Effectivement, cette solidarité et aussi on parle beaucoup de ces personnes en situation de handicap de plus en plus. On va dans les prochaines semaines réaliser justement un reportage sur l'évolution du handicap qui fera peut-être 13 minutes, sûrement 13 minutes avec des reportages un peu plus courts lors de l'élaboration du sujet. Il y aura des sujets plus courts et ensuite il y aura un 13 minutes sur justement les évolutions. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont en train de se mettre en place. On le sait avec la maison des personnes handicapées qui a vu le jour très récemment. Et voilà, c'est vrai qu'on est en train aussi de lever un tabou. C'est très important au niveau de l'emploi, à tous les niveaux, pour que ces personnes soient véritablement intégrées au sein de la société mahoraise, parce que c'est pas toujours simple pour elles et on s'en rend pas forcément compte. Souvent, elles sont dans l'ombre et voilà, elles vivent leur handicap complètement exclues de cette société.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Une semaine de la solidarité qu'on va suivre pleinement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec un invité du temps de parole à 7h à l'un des membres dirigeants du Parti Les Républicains à Mayotte, qui sera un temps de parole qui sera axé sur la campagne présidentielle autour de la candidature de François Fillon. Et à 7h30, ce sera au tour d'Ali Combo-Debré, président de la majorité conseil départemental, de prendre la parole. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.